Salvien rencontre Sabir au nord-est de la Gaule, où les Huns maintenant retenaient les détachements des Burgondes qui voulaient se frayer un passage à travers la Gaule. Un pâle soleil de décembre traverse l'air froid. L'officier romain est vêtu d'un superbe manteau fourré de peau de loup tandis que Sabir porte un manteau pratiquement de même coupe mais avec la fourrure à l'extérieur et doublée de tissu à l'intérieur. Le dîner amical des deux officiers près du feu de bois est cette fois accompagné de bière locale et de jambon avec du chou. Sabir met du bois sur les braises, tend ses mains vers le feu et demande à l'officier romain compétent en histoire militaire: les Burgondes sont un peuple intéressant se distinguant des autres peuples germaniques. Ils ont plus de cavalerie et sont mieux organisés, similaires au peuple des steppes. N'avait-il pas leur archiveste qui gouvernait l'Empire? Arbogast, corrige Salvien. Les Burgondes sont apparus aux frontières de la Gaule récemment et sont devenus les alliés des Romains, puis ils se sont installés en Helvétie et aussi dans une vallée du Rhin toute proche. Il y a seulement une vingtaine d'années à l'époque de l'empereur Honorius. Ils ont donc traité avec cet imbécile que nous protégions, sourit Sabir. C'est pourquoi ils violent les conditions du contrat et que nous nous ennuyons dans ces montagnes boisées. Heureusement, après l'opération contre les Francs, je me suis reposé plus d'une année sur les bords d'Irtych. Même pour moi, il est difficile de rester longtemps dans ces forêts. Et les guerriers qui sont venus des steppes arides de la mer Aral deviennent ici mélancoliques au bout de 3 ou 4 mois. Il est bon qu'il y ait une rotation fréquente de nos mercenaires. Bientôt, je rentrerai de nouveau chez moi et j'irai chasser dans les monts d'Altaï avec mes amis. Pour nous, les exploits, les aventures, les voyages dans de nouveaux pays sont plus importants que le salaire. Peu de Huns aspirent à rester ici plus longtemps pour gagner davantage. Salvien se souvient de ses conversations avec le docteur Eudoxe à Arles. Ensuite ses pensées reviennent vers les Burgondes. Les Burgondes avaient des malentendus sérieux avec l'Empire il y a environ 60 ans. Leur armée était estimée alors à 80 000 guerriers. On dit qu'ils conduisent maintenant des négociations avec les Visigoths pour des actions communes. Sabir remarque: si, on se rappelle du soi-disant empereur Attal. Proclamé par le Sénat à la demande du roi Alaric, les Visigoths avaient aussi un empereur romain fantoche. Ainsi parmi les grands alliés des Romains en Gaule. Seulement les Burgondes n'ont encore mis personne sur le trône romain impérial. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont proclamé, eux aussi, un empereur fantoche en Gaule. Salvien confirme: c'est vrai. Un usurpateur Jovinus, membre de la haute noblesse gauloise, a été couronné à Mayence par Goar, roi des Alains, et Guntiarius, roi des Burgondes. Puis, il objecte: mais la plupart des Romains, en 409, continuaient à reconnaître Honorius comme leur empereur et Attal a été destitué par Alaric au bout d'1 an. L'officier dit avec mépris. Honorius fut marié successivement aux 2 filles de son mentor Stilicone, général d'origine vandale. Stilicone s'appuyant sur la cavalerie une et haleine. C'était un général qui savait bien sur qui on pouvait compter. Il pouvait renverser cet ingrat d'Honorius, qui organisa contre lui un complot, et mettre à sa place un empereur fantoche. Mais il était homme d'honneur et resta fidèle à la mémoire de Théodose le Grand, qui lui avait confié son fils mineur. Il préféra donc périr. Salvien est devenu triste au rappel de la force et de l'influence des barbares et de la faiblesse des empereurs romains. C'est absolument vrai et c'est seulement en opposant les barbares les uns contre les autres que l'Empire romain d'Occident tient encore debout. Sabir commence à parler de l'art militaire des Burgondes. Les Burgondes et les Goths ont maintenant beaucoup de cavalerie lourde, mais leur tactique de bataille est très simple.
Ils s'avancent avec des cris guerriers et en tenant à deux mains leurs longues lances en espérant produire la panique chez l'ennemi. Quand deux telles armées se heurtent, le choc est terrible. Mais les combattants survivants continuent à galoper en avant, puis font demi-tour et répètent leur attaque. Cette fois, ils se réfugient derrière la ligne de l'infanterie armée d'arcs. De longues lances est protégée par un mur de grands boucliers. Après cela, ils reprennent haleine, se mettent de nouveau en ordre d'attaque et répètent la manœuvre. Avant, quand Salvien faisait la guerre sous le commandement de Constance, les Wisigoths avaient plus d'infanterie que de cavalerie, c'est pourquoi il pose la question. Est-ce que les Goths ont aussi une tactique similaire? Exactement la même. Une telle tactique très simple, d'après le choix du champ de bataille, ne demande pas de commandement spécial. Souvent les guerriers ne s'aperçoivent pas avant longtemps de la mort de leur commandant pendant la bataille. Comment expliquer que les Goths, surtout les Ostrogoths, n'ont pas emprunté les méthodes de la guerre? Sabir sourit. Je pense que des siècles passeront avant que leur chef ne s'initie à des méthodes flexibles de commandement. Cela demande un très long entraînement des troupes, que les Huns acquéraient pendant les grandes chasses et les razzias. Avancer, après la prière. Tout droit sur l'ennemi avec une lance ne demande que très peu d'entraînement, tandis que pour tirer à l'arc en mouvement, avec une grande précision, et s'il le faut. Continuer de tirer en arrière par-dessus son épaule, un cavalier doit s'entraîner toute sa vie, depuis l'enfance.